Salut à tous, bienvenue. Comme vous le savez, chaque année, le Congrès international des rabbins orthodoxes se réunit en Israël pour parler des questions de notre temps. Chaque année, il y a un thème. Cette année, le thème est riche et intéressant. On va en parler tout de suite avec notre invité du jour, le Rav Shlomo Zini. Mais on va aussi parler de questions d'actualité, des Gilets jaunes, de l'Alia et du 8e arrondissement. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Rav Shlomo Zini, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. On est content de vous accueillir. Vous êtes le rabbin de la communauté du 8e arrondissement. C'est pourquoi j'ai fait un petit clin d'œil à cette communauté qui vous est chère et que vous dirigez depuis très longtemps. 26 ans. Voilà, c'est un bon chiffre. Chiffre symbolique, effectivement. Alors, vous êtes ici parce que vous faites partie, on va dire, des rabbins orthodoxes sionistes qui vont participer à ce congrès international des rabbins organisé par l'organisation sioniste mondiale. C'est important de le signaler. Oui, c'est une organisation qui est très engagée pour soutenir le judaïsme de Chutz La'aretz, de la diaspora. Et c'est une organisation qui a évolué, je dirais, avec le temps, en raison de la coloration politique de tous les gouvernements qui se sont succédés. Et bon, nous le voyons dans la manière dont les choses sont faites. Et en l'occurrence, cette année, le congrès a été, à notre grande surprise, un petit peu limité dans le temps. Mais le thème, par contre, est particulièrement intéressant. Alors, de quoi vous allez parler ? Il y aura de nombreux intervenants dont le thème général va être la compatibilité entre la loi de la Torah et la loi de l'État d'Israël, et plus précisément, je dirais, le fait de faire cohabiter toute cette population juive qui aspire à être de plus en plus fidèle à la Torah, et ça n'est pas du tout limité au monde orthodoxe, mais au monde beaucoup plus large de la tradition, c'est-à-dire probablement la majorité aujourd'hui des Juifs en Israël, et comment en fait éviter les oppositions et les mésententes, les incompréhensions parfois qui existent entre les différentes catégories qui composent la communauté juive dans son ensemble. Alors, mais c'est intéressant comme thème, mais c'est un peu bizarre parce qu'on aurait pu dire compatibilité des lois de la Torah avec le pays dans lequel nous vivons, parce que c'est le Congrès international des rabbins. C'est le pays. Mais le Congrès international des rabbins, c'est pour des rabbins qui ne sont pas forcément en Israël. C'est exact, mais étant donné que la centralité du Congrès, c'est toujours la centralité d'Eretz Israël, même pour les rabbinim de Chutz La'aretz. Et c'est en cela d'ailleurs qu'il est sioniste, puisque s'il n'était pas sioniste, on se limiterait à un énième thème, compatibilité entre Torah et loi civile. Exactement. Comme cela se fait régulièrement en dehors d'Israël. Mais là, vous allez plus loin. Oui. Alors, est-ce que c'est un congrès où on réfléchit et puis c'est tout, ou est-ce qu'on essaye d'en tirer des conclusions et d'avoir des actions concrètes ? Alors, réfléchir, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y a des congrès où, paraît-il, on ne réfléchit pas. Mais en tout cas, dans ce congrès, je suis convaincu que tous ceux qui participent sont des gens de qualité, des rabbinim de différents horizons, par ailleurs, qui bien sûr ont l'habitude de réfléchir, mais d'apporter évidemment du concret. Le concret, c'est le concret qu'amène la Torah chaque fois qu'on l'étudie. La Torah n'est pas quelque chose de théorique pour quelqu'un qui l'étudie, qui l'enseigne. C'est quelque chose qui nous permet d'aller de l'avant, et d'après la tradition juive, aller de l'avant, c'est non seulement s'élever soi, mais permettre à ceux qui sont autour de soi de s'élever. Ceci est encore une réalité a fortiori plus forte dans une communauté, pour un rav de communauté, ou dans une yeshiva. Et quand il s'agit de ceux qui vivent en Eretz Israël, il s'agit d'élever le niveau général de tous les habitants, et notamment les communautés juives d'Eretz Israël. Alors vous allez parler, j'imagine, et trouver peut-être aussi des moyens concrets d'éduquer les nouvelles générations, puisque c'est ce que vous faites en tant que rabbin. C'est certainement un des sujets qui vont être évoqués, parce qu'il y a de véritables révolutions qui sont, comme toutes les révolutions, souvent silencieuses avant d'être bruyantes. Et l'une de ces révolutions, c'est un certain nombre de scandales qui éclatent d'une manière à petits pas. C'est-à-dire que nous avons appris, comme certainement vous ici aussi, les projets du ministère
de l'éducation en Israël, quasiment de réformer, c'est son ambition en tout cas affichée, de réformer le judaïsme tout court, c'est-à-dire de donner l'impression que le judaïsme en dehors d'Israël, c'est le judaïsme de l'exil, et le judaïsme des Juifs qui vivent en Israël, ce serait le judaïsme israélien. C'est comme s'il y avait un avant et un après. Pour vous, c'est la même médaille, évidemment. Bien sûr, c'est surtout que c'est cette même Torah qui a permis aux Juifs de vivre en exil pendant tant de siècles et de résister à tous ceux qui... On a célébré il n'y a pas longtemps Hanouka. Ça sert à quoi d'allumer les veilleuses de Hanouka et de célébrer la victoire contre les Grecs si on arrive dans un État, et Dieu sait si nous, en tant que sionistes, nous aimons l'État d'Israël, et on arrive dans un État qui vient et qui nous dit qu'il faudrait raisonner comme les Grecs et leur donner une victoire posthume. Ce serait absolument incroyable. Et c'est malheureusement, de manière sans doute inconsciente d'ailleurs, ce que voudraient certains. Ok, alors vous avez été confronté ces derniers temps à beaucoup de bouleversements, on va dire ça comme ça. Vous êtes pro-Aliyah, vous essayez de faire monter des familles en Israël depuis votre prise de fonction. À quoi se heurtent les gens de votre communauté lorsqu'ils montent en Israël ? Est-ce que la communauté a changé depuis le Bataclan, depuis l'Hypercacher ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec aussi les Gilets jaunes ? Il y a beaucoup de bouleversements en France. Voilà. Votre question est tout un programme, mais si je puis me permettre, même si je vais essayer d'être rapide, la question démarre avant. Je crois que la communauté elle a changé depuis la renaissance de l'État juif en terre d'Israël. Et évidemment, tout ce que cela a entraîné, dans le monde des nations, eh bien, c'est qu'il y a eu une focalisation, j'allais dire, sur Israël, de la part des nations, qui a pris de vitesse ceux-là même qui disaient aux Juifs, surtout, restez, il n'y a pas d'obligation, ou il n'y a pas d'urgence à monter, il faut attendre le Mashiach. Or, ils ne se sont pas rendus compte qu'il y a eu une erreur fondamentale qui a été faite, et malheureusement, enfin, sûrement de bonne foi à nouveau, mais par des pointures même au sein du monde de la Torah, qui a mis en danger tout simplement des Juifs qui auraient pu, et déjà c'est presque un remake de ce qui s'est passé pendant la Shoah, et la leçon n'a pas été tirée, donner l'impression que que tout ce qui se passe, c'était comme si c'était le fruit du hasard. Chas v'shalom. Or, le be'aba d'un homme de Torah et d'un Juif en général, c'est de réaliser que tout ce qui se passe dans le monde, ça vient de plus haut. Tout, y compris les mouvements de masse, y compris les éléments, les événements sociétaux qui font que tout d'un coup, ceux qui vont monter en Israël par amour d'Eretz Israël, et c'est évidemment ceux que l'on encourage nous, les Khatrila, a priori, eh bien, ils vont faire les meilleurs aliyot, parce que même si une aliyah c'est toujours difficile, ils vont finalement réussir. Et ils vont avoir la bracha, parce que ce que l'on voit en Eretz Israël, ce que l'on attend en Eretz Israël, c'est ce que l'on va trouver. Mais si quelqu'un a des préjugés négatifs, alors il s'inscrit dans la logique des explorateurs, et malheureusement, il va aussi trouver ce qu'il critiquait. Et il aura des déceptions et des frustrations. Donc depuis 26 ans, vous avez fait monter 350 familles au sein de votre communauté. Oui. Vous pensez que ce qui est important, c'est une préparation spirituelle? C'est très important. Il n'y a pas que cela, il y a beaucoup de préparation. Mais moi, je n'ai pas la prétention de préparer dans d'autres domaines que ceux où je suis habilité, et j'espère compétent pour cela. C'est-à-dire qu'on comprenne pourquoi on est en Israël. Il y a malheureusement des Juifs qui ne savent toujours pas pourquoi ils sont en Israël. Et c'est très problématique. C'est très problématique pour eux, pour leur famille. Vous savez, le nombre de gens qui sont montés en Israël, le paradoxe, c'est ceux-là même qui découragent les Juifs de monter en Israël, sont les premiers à dire, oui, il y a des gens qui montent en Israël et ils abandonnent la Torah. Ils oublient juste de dire qu'il y a aussi des gens qui sont nés en Israël et ils abandonnent la Torah. Il y a des gens qui sont nés en Israël et qui ont grandi dans les milieux orthodoxes et qui abandonnent la Torah. Et donc, ils instrumentalisent la chute spirituelle. Il l'attribue au fait qu'ils ont quitté Chutz La'aretz, comme si Chutz La'aretz était une bracha pour ces Juifs-là, et que c'est à cause de ce manque de bracha kaviachol qu'ils ont chuté. Ça n'a rien à voir. On s'inscrit totalement faux par rapport à cette approche. C'est votre cheval de bataille. Un des chevaux de bataille, c'est pas le seul. Le but a priori, c'est aussi de valoriser tous ceux qui montent de toute façon. Celui qui monte, on prie tous les jours pour qu'il réussisse, quel que soit l'esprit dans lequel il monte. Et on a la plus grande
grande estime, le plus grand respect et la plus grande considération pour tous ceux qui montent en Israël, de manière générale. Donc, j'imagine que vous aussi, vous aimeriez monter... C'était un vœu qui m'était cher depuis longtemps, et quand j'ai vu que pour de nombreuses raisons... vous avez une grande famille aussi. Difficile on va dire, à communiquer comme ça de façon publique. Il était, disons que j'ai pris sur moi comme un devoir d'être parmi les rares qui justement accompagnent, pas simplement par des belles déclarations ou simplement parce que tout d'un coup il y a des Bataclans, il y a des discussions politiques, ou c'est pas lié à la politique du pays qui nous a amené à notre engagement d'amour pour la terre d'Israël. Pas du tout. Moi, j'aime beaucoup la France. Et la plupart des Français qui quittent la France et qui montent en Israël aiment la France. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. C'est parce que si on aime vraiment la France, alors il faut monter en Israël. Si on aime vraiment le monde et l'humanité, il faut monter en Israël. Plus il y aura de Juifs en Eretz Israël, et plus il y aura de bracha, non seulement pour le peuple d'Israël, mais il y aura de bracha pour le monde. Et le monde va mal. Alors, on le voit. Justement, le monde va mal, notamment, on va dire que la France va mal, pas très bien avec cette, on va dire cette révolution des Gilets jaunes. C'est 1000 personnes dans la rue, c'est casseurs. D'ailleurs, je crois que le quartier Rabin a été du 8e arrondissement a beaucoup souffert de la casse. Il y a eu beaucoup de magasins, d'endroits qui ont été massacrés. Comment vous avez vécu cette période? Parce que nous, de loin, ça paraissait complètement apocalyptique. Écoutez, c'est vrai que c'était impressionnant. Nous-mêmes, on a été impressionnés par les vidéos qu'on a vues après coup. Mais la vérité, c'est qu'à la synagogue, c'était super bien passé. Certains nous ont fait une pression pas possible pour fermer la synagogue. Et je me suis évidemment opposé, tout comme notre président, à ce que la synagogue soit fermée. On a fait ça normalement. D'autant qu'il s'agissait d'un Shabbat tellement symbolique. Shabbat Hanouka, Shabbat Miketz et Shabbat Rosh Chodesh. Vous imaginez, avec un tel Shabbat. Et je veux dire, c'est ça la leçon que vous avez retenue des Hashmonaïm et des Maccabim. On va fermer une synagogue. Ça veut dire que c'est pas possible. Il faut aller avoir un peu d'émouna et de courage. Et Baruch Hashem, on a quand même pris des mesures de sécurité, vous l'imaginez. Mais ça s'est très bien passé à l'intérieur. Mais à l'extérieur, par contre, c'était une catastrophe. Mm-hmm. Des voitures 3 voitures de police à 10 mètres de la synagogue qui ont été brûlées. Des magasins qui ont été saccagés, c'est les casseurs qui en ont profité, évidemment. Et je disais, oui, pardon. Alors, non, je voulais juste vous poser la question, puisque vous êtes rabbin, j'en profite, et qu'on lit toujours, en général, l'actualité, grâce aux enseignements de la Torah. Donc, j'imagine que vous avez vous aussi, ça a dû vous rappeler quelque chose, vous faire penser à un épisode, voilà. En vérité, si vous faites référence aux Gilets jaunes et à la crise des Gilets jaunes, il y a 2 éléments que j'ai relevés le jour même, le fameux Shabbat, Miketz et Shabbat Hanouka. Le premier élément, c'est l'Haftara de Miketz qui faisait référence au fameux jugement de Salomon où on voit 2 mamans qui prétendent être toutes les 2 la mère d'un enfant. Et lorsque Shlomo Ameler va proposer de couper l'enfant en 2 pour, comme ça, faire plaisir à chacune, la vraie mère va dire non, c'est pas mon enfant. Évidemment, seule une mère est capable de se priver même de l'amour maternel pourvu que son enfant vive. Et l'autre, et là, les gens ne font pas toujours attention à cela. Dans le texte nous dit bien que, alors qu'elle l'avait finalement récupéré l'enfant, elle aurait dû dire ok, je le prends. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, coupez-le en 2. Donc j'ai relevé que là, il y a la différence au sein même des Gilets jaunes, pour faire le lien avec l'actualité, entre ceux qui sont des gens bien et ceux qui sont des gens mauvais, méchants, et les casseurs. C'est qu'il y a des gens qui se révèlent être dans un combat comme des gens qui amènent la lumière, qui amènent quelque chose de positif, et d'autres qui sont là pour amener la désolation. Or, de la même manière qu'il y a eu cette mère qui était légitime et qui voulait le bien pour la collectivité, en vérité... C'est de là qu'est parti le mouvement. Eh bien, l'autre, non. Ce qu'elle veut, c'est détruire. Elle ne veut pas que la collectivité soit bien. Or, il y a dans ce mouvement des Gilets jaunes un problème gravissime, c'est le caractère anarchique, si vous voulez. Tant qu'il y a des représentants, quelle que soit la forme de représentation, mais qui est légitimée par la loi, alors il y a avec qui parler, on peut trouver des gens compétents et bien pour exprimer les doléances de chacun, en tout cas les récriminations et puis surtout les revendications. Mais si il y a d'un côté des gens qui ne veulent pas de représentants, la seule chose qu'ils veulent, c'est faire du mal, ou alors casser, c'est difficile. Donc la deuxième référence, c'est celle justement
dans Sefer Melachim, où l'on voit à la mort du roi Shlomo Amelech, son fils Rehavam, qui va prendre sa succession. Évidemment, le fils ne vaut pas le père. Le père était un homme très sage, et même lorsqu'il prenait des mesures impopulaires, il était malgré tout respecté pour sa sagesse. Exactement. Lorsque Rehavam va prendre la succession, alors tout le monde est allé le voir en disant, voilà... C'était trop dur sous ton père, on n'en peut plus. On peut plus. Ils ont fait entre guillemets une manif. Il n'y avait pas de gilet jaune, mais c'était à peu près la même chose. Et donc il y a trop d'impôts. Exactement, il y a trop d'impôts. Donc il leur dit bon, laissez-moi 3 jours pour réfléchir. Il s'adresse aux anciens. Les Ékénim et les anciens dire, tu sais, tu viens d'arriver au pouvoir. Si tu veux que tes sujets te respectent et être populaire, montre-toi clément et accepte ce qu'ils te demandent, quitte à ce qu'après, quand tu auras la popularité, tu feras ce que tu veux. Ça, c'est le conseil fais un pas vers eux. Exactement. Et il s'adresse à ceux maintenant qui sont les nouveaux, entre guillemets, les nouveaux riches. C'est conseiller les jeunes, ceux qui ont grandi avec lui, les copains, comme on dirait en termes de copinage, n'est-ce pas? Et il leur demande conseil, et il lui dit non. Je vous le dis dans le texte, comme ça, en français. De quelle façon me conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et il lui dit, si aujourd'hui tu cèdes à ce peuple, si tu te montres conciliant à leur égard, eh bien, et que tu leur donnes pour réponse de bonnes paroles, ils seront constamment tes serviteurs fidèles. Ça, c'est la réponse des anciens. Et ensuite, les jeunes gens qui ont été élevés avec lui répondirent, voici ce que tu diras à ce peuple qui t'a parlé en ces termes. Ton père a rendu pesant notre joug, mais toi, rends-le plus léger, tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus fort que n'étaient les reins de mon père. Donc, si mon père vous a imposé un joug pesant, moi, je l'appesantirai encore. Si mon père vous a châtié avec des verges, moi, je vous châtierai avec des scorpions. Et le roi répondit durement à son peuple, sans tenir compte du conseil que lui avaient donné les anciens. Okay. Et à la suite de cela, malheureusement, il y a eu ce fameux schisme du peuple d'Israël et avec le royaume... Donc vous mettez en garde la France, c'est ça ce que vous faites? Je ne suis pas habilité à mettre en garde la France, mais disons que la sagesse du Tanakh, elle est une sagesse qui est valable pour l'humanité tout entière. Et par contre, si vous parlez de mise en garde, il serait bien que de temps en temps, parmi les grands conseillers de ce monde, en France et en Europe en général, eh bien, on comprenne que chaque fois que l'on soutient la cause dite palestinienne, eh bien, Akadosh Baruch Hu amène dans le monde des éléments nouveaux qui montrent que finalement, à force de porter des jugements sentencieux à l'égard d'Israël dans sa manière de résoudre le conflit, eh bien, il ferait mieux plutôt de se mettre à la place d'Israël et de soutenir Israël, parce que c'est leur seule planche de salut probable, vu que Israël mène des combats qui sont justes. Après, on peut discuter sur le plan politique quant à la manière plus opportune de faire ainsi ou autrement. Mais dans le principe général, Israël est un État non seulement démocratique qui mène des combats justes, et tous les États qui le soutiennent connaîtront certainement la bracha. Et ceux qui n'hésitent pas un seul instant à créer des problèmes pour cet État sont amenés à connaître exactement les mêmes problèmes dans leur sol. Et là, je crois que c'est ce qu'on voit. On est en train de voir ça. Alors, justement, pour revenir au Congrès international des rabbins orthodoxes, pour lequel vous êtes aussi présent aujourd'hui en Israël, tout le monde parle de la même voix, tout le monde parle de cette voix-là? Non, d'abord, vous savez, les rabbinim, c'est pas des enfants de cœur. Ah, mais c'est sûr. Les rabbinim, quand on vous dit... Approchez-vous du micro pour qu'on vous entende. Quand on dit tous les rabbinim m'ont dit ou tous les gdolim m'ont dit, c'est qu'en général, on a une vision très ashkafatite, c'est-à-dire très militante de ce qu'on a envie de dire. Par principe, rappelez-vous toujours de ce que dit le Zohar, et plus précisément Rabbi Chaim Ben Attar dans tout son commentaire, il y a Shiv'im Panim la Torah. Il y a 70 visions de la Torah. Et lorsque vous avez des Chachamim aussi nombreux que ceux qui seront présents... Combien vous allez être d'ailleurs? Il y a beaucoup de rabbins? Je ne sais pas, ça peut changer d'une année à l'autre. Il est arrivé qu'on soit 500 et d'autres années on soit 350. Donc on peut jamais savoir l'avance. Il y aura peut-être une prise de conscience pour favoriser vraiment l'alliance des Juifs d'Europe?
Écoutez, ça, il faudra le demander aux responsables politiques. J'ai cru comprendre qu'il y a eu ce désir. Chaque fois que dans le monde politique, on essaie de favoriser l'ALIA, ça veut dire qu'il y a des budgets, ça veut dire qu'il y a... Donc forcément, ça fonctionne mieux. Maintenant, après, de savoir de quelle manière on fera usage, c'est toute la discussion des Gilets jaunes, au fond. C'est que quand quelqu'un est au pouvoir et qu'il a de l'argent, comment on va l'utiliser pour aider les gens à réaliser ce qu'ils veulent, mais avec l'esprit que souvent les dirigeants veulent mettre dans leur action. Donc pour nous, au moins, on a l'avantage qu'on a quand on est serviteur d'Akadosh Baruch Hu, c'est que l'esprit, c'est toujours la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui est au-dessus de nous, si vous voulez. On est là pour être à son service et pas le contraire. Et c'est un peu ce qui doit ressortir de toute étude rabbinique, en fait. De tout ça. Bon, alors en tout cas, on a parlé de beaucoup de sujets, évidemment, on aurait pu détailler encore plus, parler encore plus longuement. On souhaite votre communauté de monter en Israël, et moi je vous souhaite, vous personnellement, de pouvoir monter avec votre famille dans ce pays que vous aimez tant et que vous défendez si bien. Voilà. Et dont on prend des forces à chaque fois qu'on vient. Ok. À bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.